Le cercle RH pour débattre à la fois des sujets liés à l'emploi, aux ressources humaines, mais peut-être pour essayer d'élargir dans ce cercle RH de sujets de société, mais qui impactent le monde du travail. Votre sédentarité, je ne sais pas si vous êtes assis en train de me regarder, peut-être, ou alors vous êtes en train de marcher, peut-être. On va en parler. On va accueillir Victor Fersing. Bonjour Victor. Bonjour, merci pour l'invitation. Très heureux de vous accueillir. On va parler avec vous de votre travail, de votre action, de votre engagement. Vous êtes spécialiste de l'impact des écrans sur la sédentarité et co-auteur de ce livre qu'on va découvrir, La chaise tue, avec un grand tu, écrit en très gros caractères, Comment échapper à la sédentarité et remettre son corps en marche, édition Erol. Je ne sais pas si on va voir le livre qui va apparaître, coécrit avec Alexandre Dana, qui est votre co-auteur. Je voulais vous soumettre cette petite phrase, forcément, elle a dû vous inspirer. J'ai marché toute ma vie, je suis très profondément malheureux lorsque je ne peux pas marcher. Pour moi, c'est de loin l'activité la plus propice à la pensée. Qui l'a dit? Un philosophe probablement, mais je ne l'ai pas en tête. Un généticien, D'accord. Axel Kahn. Ok. Vous vous rappelez de cet homme qui Ouais, tout à fait. était à la fois un scientifique et qui a passé, à la fin de sa vie, en tout cas, de temps incroyable à marcher. On va revenir sur les écrans, sur la sédentarité, mais vous parlez quand même dans votre livre beaucoup de la marche. Exactement. Chose qui paraît évidente, mais vous dites, en fait, la chose la plus simple, sans aller faire un marathon et aller en salle de muscu, marcher. C'est ça, déjà, l'antidote à la sédentarité, c'est la marche. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la marche a joué un rôle fondamental en fait dans notre évolution. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la marche, en fait, c'est le trait caractéristique de l'humanité. L'homme a commencé avec ses pieds, disait un anthropologue français. Et d'ailleurs, le développement de notre cerveau, c'est aussi fait avec la marche. Donc, quand on marche, on sécrète une protéine qui s'appelle le BDNF et qui favorise les connexions neuronales. La marche, ça nous a permis aussi de libérer nos mains et de commencer à créer des outils. Donc, le fait que l'espèce humaine crée de la technologie, ça vient aussi justement de la marche. Et ça fait des millions d'années. Mais en fait, en très peu de temps, avec les révolutions industrielles successives, sur une échelle de temps très réduite finalement, on a complètement changé ces conditions-là. Et aujourd'hui, ça devient presque difficile parfois de marcher, ou ça semble difficile de marcher, dans des environnements urbains, dans des environnements où on utilise de plus en plus la voiture, où on est de plus en plus incité à regarder les écrans via les publicités pour les séries, etc. Et donc effectivement, aujourd'hui, on marche de moins en moins, et ça a tout un tas de conséquences négatives. Ouais. Vous parlez de cas difficiles comme celui de Valérie, qui a un choc dans sa vie et qui se retrouve en fait à vivre une dépression très longue et qui, à cause de cette dépression, va se retrouver sans énergie et donc assise, complètement bloquée. Et donc vous racontez le parcours. Et puis vous nous racontez aussi, à travers ce livre, la réalité de millions de Français qui sont sédentaires au travail, c'est-à-dire qu'en fait, qui sont bloqués à leur bureau, en call center, qu'est-ce qu'ils risquent, ces gens? Parce que dans la 4e de couvre, quand on lit les 3 premières lignes, obésité, risque cardiovasculaire, c'est aussi dangereux que ça, la sédentarité. Ouais. Donc la sédentarité, c'est la 4e cause de mortalité prématurée dans le monde. Donc ça fait partie des grandes épidémies justement du siècle. Et ça se traduit par tout un tas de conséquences négatives sur la santé physique, mentale et sociale. On pourra peut-être en revenir. Mais sur la santé physique, déjà, l'obésité, ça favorise les diabètes de type 2 qui touchent des millions de personnes en fait en France. On parle de troubles musculo-squelettiques pour dire qu'en fait on exerce beaucoup moins notre... Quand on arrête de marcher, en fait on n'exerce plus nos articulations et nos muscles. Parce que tout le corps bouge en fait. Exactement. Du coup, le corps est fait bouger, ça fait des millions d'années qu'il le fait. Et quand on arrête de bouger notre corps, c'est comme s'il devenait plus faible en fait, via les muscles, via les articulations. Donc on se fragilise finalement. Et puis tout un tas d'autres conséquences. Par exemple, ça va favoriser aussi les cancers. Ce genre de problème. Sur la santé mentale, le fait d'être très sédentaire, ça augmente les niveaux de dépression chez les gens. Donc le fait aussi, le côté positif de ça, c'est que si on reprend la marche, du coup, on peut régler beaucoup de problèmes de santé mentale qu'on peut avoir. Pour ceux qui nous regardent, femmes et hommes, quel que soit leur âge d'ailleurs, c'est quoi la bonne reprise, un peu comme on le ferait avec un coach sportif? Vous n'êtes pas coach sportif, mais c'est quoi la bonne marche, la bonne distance? Je marche combien de temps? Parce que Alexandre Dana explique que lui aussi a connu un burn-out, c'est ce qu'il raconte dans son profil, et qui s'est mis à marcher ces fameux 10 000 pas. C'est quoi la bonne distance quand on reprend la marche pour être bien? Alors déjà, commencer par, on va dire, 7000 pas environ quotidiens, c'est déjà un bon départ. Après, si on marche plus,
tant mieux. Mais les études qui sont sorties récemment tournent autour justement des 7000 pas. D'accord. En dessous des 10 000 indiqués, parce que c'est souvent la règle des 10 000 pas. Voilà, la règle des 10 000 pas qui en fait vient d'une publicité japonaise qui n'avait pas forcément on va dire, d'arrière-plan scientifique très précis. Mais les dernières études tournent plutôt autour des 7000 pas. Maintenant, c'est mieux de faire plus. Et ce qui est le mieux aussi, c'est qu'en fait la marche derrière s'intègre naturellement dans notre quotidien. Qu'on soit plus obligé en fait de calculer le nombre exact de pas avec nos appareils. C'est très bien en fait d'utiliser des technologies comme des podomètres pour commencer à se remettre à marcher et aussi réaliser à quel point on peut être sédentaire. Mais à la fin, l'objectif, c'est que ça devienne un mouvement en fait naturel et qu'on le fasse sans le penser. Donc ça demande un travail et on décrit plein de solutions justement dans le livre. Alors, dans votre livre, il y a les solutions, puis il y a aussi le rapport à l'enfance. Vous parlez de ces enfants. Vous décrivez de manière assez drôle la cour d'école, c'est une explosion d'énergie. Il suffit de voir une cour pour comprendre, ça joue. Et vous dites que le jeu est essentiel aussi pour lutter contre la sédentarité, qui, il faut le rappeler, ne touche pas que les salariés, mais touche aussi beaucoup les enfants. Les jeux, vidéos, tablettes, de plus en plus, on les sédentarise. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit comment... quand on analyse l'apprentissage chez les mammifères, en fait, on voit que le mouvement est indissociable de l'apprentissage. Donc, on voit des lionceaux jouer, on voit des chiens jouer. En fait, c'est comme ça qu'ils apprennent les compétences essentielles pour leur vie adulte, et ça se fait en mouvement. Et nous, on est dans un système éducatif où la sédentarité, en fait, a un peu été normalisée. Et la première chose qu'on apprend, en fait, quand on rentre dans une salle de classe, c'est de rester assis et de ne pas bouger. En fait. Et donc ça, c'est intéressant aussi de questionner... Ce qui rend dingue à certains élèves. Exactement. Il y a des élèves qui ne se tiennent pas en passe et on leur dit, non, reste assis. Mais en fait, c'est parfois un besoin complètement naturel de se déplacer. De bouger. Physiologique. Exactement. Là, il y a quand même un sujet que vous portez et qui touche les adultes. Mais là, vous l'évoquez à page 184 sur les jeunes. Mais vous dites, sans surprise, les écrans ont joué un rôle important dans cette grande bascule avec le passage de l'enfance du jeu à l'enfance du smartphone. De nombreux enfants et adolescents, fort contents de rester chez eux pour jouer en ligne, n'ont plus été exposés aux stimulations physiques et sociales nécessaires à tous les jeunes mammifères pour acquérir. Ça veut dire qu'on se met à la fois en danger par nos fonctions professionnelles, mais chez les enfants, on se met en danger par ça, en fait. Exactement. Et du coup, les enfants, au lieu d'apprendre justement des choses sur le monde en interagissant avec le monde extérieur et le monde réel, aujourd'hui, ils sont de plus en plus amenés en fait, à interagir avec un écran, mais qui du coup n'est pas du tout le monde réel, qui est un monde virtuel, qui est un monde en 2D, qui est dépourvu de tout un tas de stimulus. Donc, par exemple, quand on est sur un écran, il n'y a pas d'odeur, il y a une sensation de toucher qui est extrêmement réduite finalement. Et du coup, ça change complètement en fait l'éducation des enfants. Et ça, c'est un changement qu'on n'a pas encore bien pensé aujourd'hui. On en parle de plus en plus, mais moi, je les travaille... sens. Exactement. C'est ça. Les sens sont moins mobilisés. On atrophie certains sens. Voilà, exactement. Et tandis qu'en fait, il y a plein d'alternatives qui existent. Donc, par exemple, les forest schools, les écoles en forêt, notamment en Scandinavie, et il y en a aussi, par exemple, en France, où en fait, l'apprentissage se fait en partie justement dans la forêt et du coup en mouvement. Et donc là, on va mobiliser différents sens en fait pour apprendre quelque chose. Ouais. Vous dites les parents, et ça s'adresse aux salariés sédentaires qui sont par ailleurs parents. Ils sont nombreux à nous regarder. Vous dites on a surprotégé les enfants pour les empêcher d'aller à l'extérieur, mais on les a trop libérés sur les enjeux numériques. Enfin, la phrase n'est pas tournée exactement comme ça, mais c'est ça que vous dites. C'est à peu près ça. C'est incroyable. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas... Attention, danger, sans se rendre compte que quand ils tiennent le téléphone, c'est aussi dangereux, voire pire. Exactement. Et donc, il y a une partie du danger aussi qui est légitime. On parle notamment dans le livre du rôle de l'industrie automobile, dans le fait d'avoir apporté le danger en fait, dans nos villes, puisque à partir du moment où il y a des voitures dans la rue, forcément, il y a une sorte de clash entre les enfants qui veulent jouer dans la rue, et c'était naturel à l'époque, et les voitures qui arrivent. Et en fait, l'industrie automobile a vraiment essayé de pousser justement les enfants en dehors des rues, notamment en finançant par exemple des programmes d'éducation routière ou autres, pour dire qu'en fait, la rue n'est pas faite pour jouer. Et donc, d'un côté, on rend le monde extérieur moins intéressant, notamment pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et plus dangereux d'ailleurs. Et plus dangereux, avec justement la diffusion de la voiture. Et on pousse les gens à... Et de l'autre côté, on investit des milliards chaque année en fait pour créer des technologies numériques toujours plus attrayantes et addictives en fait. Et donc forcément, il y a ce rapport inverse qui se forge et qui pousse en fait les enfants à être de plus en plus sédentaires dans des espaces intérieurs. Mais on a une très bonne émission sur les jeux vidéo d'ailleurs réalisée par l'éminent Nicolas Juchat. Ces jeux vidéo, c'est un peu toujours comme pour le sujet des drogues, c'est pas le jeu vidéo, c'est la dose en fait, c'est la manière dont on aborde le sujet. Exactement. C'est ça, c'est le dosage avec lequel on pratique. Vrai pour le téléphone, vrai pour les jeux vidéo, vrai pour tout en fait. C'est ça. Alors c'est le dosage et c'est aussi quel est en fait le modèle d'affaires qu'il y a derrière. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il y a des jeux vidéo, en fait, on va acheter un jeu vidéo et puis on va jouer à une histoire et puis ça a une fin. Ouais. Par contre, il y a des jeux vidéo qui fonctionnent un petit peu comme les réseaux sociaux. C'est gratuit, donc comme ça, il y a plein de gens qui vont dessus. Mais par contre, à partir du moment où on est dans le jeu vidéo, il y a plein de techniques qui sont utilisées pour qu'on achète des produits supplémentaires, etc. Et donc là, l'objectif justement de l'éditeur de jeux vidéo, c'est de rendre son produit plus addictif. Vous, quand même, qui avez l'association le Lève les yeux, vous aidez des enfants. Est-ce que vous êtes aussi de forme de prosélytisme sur ces sujets auprès des grandes entreprises? Est-ce que vous faites des conférences droit dans les yeux face aux collaborateurs pour leur raconter tout ce que vous décrivez là? Exactement. On a commencé à le faire dans différentes entreprises et du coup, on essaye de diffuser le sujet du livre et de donner en fait des techniques aux employés de bureau pour justement remettre du mouvement dans leur quotidien. Et c'est vrai qu'en France, on a encore un gros problème culturel au niveau du mouvement dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, si on voit notre collègue se lever, on se dit qu'il va prendre une pause et parfois qu'il est oisif ou c'est un tir au flanc. C'est vrai. Il quitte son poste, en tout cas. Voilà, il quitte son poste. Et si on le voit commencer à s'étirer, par exemple, en pleine salle, là, on va se dire, Fini. il fait rien, c'est fini. Et en fait, cette culture-là, elle peut être différente dans d'autres pays. Par exemple, au Japon, depuis des décennies, il y a une radio matinale qui rassemble en fait des millions de Japonais et qui, au bureau, commence des séances d'étirement le matin. Culture asiatique, c'est-à-dire forme de tai chi, de mouvement de... On se prépare, un peu comme des sportifs se prépareraient à... Ouais. Ça n'existe pas encore dans les entreprises. Les gens qui vous écoutent vous disent il a raison, il faut que j'aille peut-être me détendre comme on se détend dans un avion, en quelque sorte. Ça se fait ou pas? Ça commence à se faire? Alors, ça commence à se faire, mais c'est encore très faible comme phénomène dans les pays occidentaux, où aujourd'hui, on va plus tendance aussi à faire des pauses où, au lieu de se lever de sa chaise et d'aller faire du mouvement, on va peut-être faire une pause, par exemple, sur les réseaux sociaux. On va dire que c'est notre temps de pause, par exemple, mais on reste sur un ordinateur. On fait une clope réseau social. Voilà. Ça, c'est génial. Il y a un peu de ça. Donc c'est deux addictions qui viennent se rencontrer. Voilà, et c'est là où justement la crise de la sédentarité, pour l'affronter, il va vraiment aussi falloir affronter le sujet justement des écrans. Comment on fait en sorte d'avoir des technologies qui sont moins addictives et qui sont plus au service de l'efficacité en entreprise plutôt que... Voilà. D'ailleurs, en préparant l'émission, vous me parliez des notifications ou des interruptions de concentration qui avaient un coût gigantesque sur le PIB. C'est-à-dire qu'avec tous ces outils qui viennent en fait nous perturber le cerveau, en fait, on est moins efficace. Exactement. Donc oui, il y a un rapport du Trésor qui est sorti récemment qui montrait que l'économie de l'attention coûtait probablement 0,6 points de PIB à la France chaque année aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. C'est ça. Et ça pourrait être plus de 3 points dans quelques décennies si on continue comme ça. Mais effectivement, quand on a un téléphone qui n'est pas vraiment paramétré pour limiter les distractions, c'est comme si on avait vraiment une machine à distraction dans la poche qui était à la merci de tout message extérieur. Et donc, forcément, ça va interrompre notre travail et ça va nous rendre distraits. Et toutes les notifs qui arrivent, qui font qu'on va regarder, qu'on va plus écouter l'autre. Exactement. Et qu'on va perdre le fil de la conversation. C'est ça. Ce livre, en fait, si j'ai bien compris, donc je vous le remontre, La chasse, la chaise, non pas la chasse. La chasse peut tuer, mais la chaise tue. Là, c'est le titre de votre livre, édition chez Erol, écrit avec Alexandre Dana et vous, Victor Fersing. Vous êtes tous les deux très engagés. Vous êtes journaliste, par ailleurs. Exactement. Et puis, évidemment, vous allez faire des conférences, des animations, des ateliers dans les entreprises et auprès des enfants. Exactement. Parce que vous êtes parti du principe qu'il fallait d'abord éduquer les plus jeunes. On est d'accord? Pour que plus tard, ils aient peut-être une attitude plus vertueuse. Oui, tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, la condition physique des jeunes se détériore très rapidement. En l'espace de 40 ans, en fait, ils ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Donc sur une piste d'athlétisme, pour faire 600 mètres, par exemple, là où il en fallait 3 minutes il y a 40 ans, maintenant il en faut 4. En fait, c'est vraiment une épidémie, justement, de sédentarité. Et donc, c'est pour ça que j'essaye évidemment de les informer sur le sujet et l'importance justement de maintenir une bonne santé physique en marchant, etc. Mais évidemment, la réponse individuelle, elle suffit pas. C'est-à-dire qu'un enfant de 13 ans, il ne peut pas seul lutter contre les technologies numériques addictives, etc. Et sans compter les enjeux alimentaires, parce que les deux sont parfois intimement liés, entre sédentarité et malbouffe. Exactement. Donc en fait, c'est un enjeu très collectif, en fait, et il faut qu'on y réponde à une échelle collective. Sujet important. Merci de nous avoir rendu visite, Victor Fersing. Je pense à Alexandre Dana, qui aurait dû être là avec nous, et avec lequel vous avez travaillé pour écrire ce livre, et avec lequel vous êtes engagé sur ces enjeux de sédentarité, en tout cas de lutte contre la sédentarité. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. On tourne d'une page. Sujet lui aussi important, le recrutement au sein de l'armée française. Alors on a le discours du chef d'état-major des armées au Salon des maires, et puis le discours du président de la République qui lance le service militaire volontaire, rémunéré. L'armée recrute, et on va en parler dans quelques instants avec notre invité. C'est Fenêtre sur l'emploi.